Mesdames, Messieurs, bonjour. Devoir répondre à une série de questions pour prouver sa capacité à assumer un poste auquel l'on postule, c'est un passage obligé pour décrocher un emploi. L'exercice est redouté de beaucoup, vu l'enjeu. Comment l'aborder en toute sérénité et ne laisser aucun doute à votre futur employeur que le candidat qu'il lui faut retenir, c'est vous. Désiré Soso est consultant en ressources humaines. Il nous apporte son expérience de recruteur sur ce numéro de l'entretien du jour. Bonjour Monsieur Soso. Bonjour Monsieur Yosso. Bienvenue à vous sur Sika TV. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté de partager votre expérience, surtout de recruteur avec nous. Oui, Dites-nous, Désiré Soso, j'ai un bon curriculum vitae, je suis présélectionné. Pourquoi devrais-je avoir peur de l'entretien d'embauche? Alors, effectivement, d'abord, l'entretien d'embauche, c'est une phase incontournable au cours d'un processus de recrutement. Et l'enjeu de taille pour votre futur employeur. Et également l'enjeu de taille pour vous-même parce que vous devez prouver que vous êtes le candidat idéal pour le poste. Et en temps normal, lorsque vous êtes passé par la présélection et par les tests éliminatoires, vous ne devrez pas normalement avoir peur pour l'entretien d'embauche. Puisque l'entretien d'embauche, ce n'est qu'un rendez-vous, un échange entre professionnels. Vous êtes un professionnel, vous avez des compétences à apporter à l'organisation. Le recruteur également est là pour faire son job en griffe. Donc, en temps normal, vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Mais on constate malheureusement que les candidats ont souvent très peur d'aborder cet exercice-là. Est-ce qu'il vous arrive parfois, puisque vous êtes recruteur, quand vous êtes en position de devoir assurer un candidat pour lui dire, allez, pas de stress, calmez-vous, tout va bien se passer, tout de même? Ah oui, ça m'arrive effectivement. Moi, quand je reçois les candidats à l'entretien d'embauche, c'est d'abord le sourire. Je les accueille comme cela se doit. Je leur demande s'ils ont besoin de boire, de l'eau, pour les calmer. Ou bien je fais une blague pour détendre un peu l'atmosphère, parce que c'est important que vous pouvez être très compétent. Vous pouvez être également un meilleur orateur, mais aller à un entretien, il y a toujours ce stress-là qui vous gagne tout de suite dès les premières minutes. Donc c'est important que le recruteur, étant un professionnel, vous calme, vous dise que ce n'est pas la guerre, parce que ce n'est pas un interrogatoire non plus. C'est un échange entre deux professionnels. Est-ce que voilà, ce stress affiché des candidats parfois joue en leur défaveur, en tout cas côté recrutement, parce que si vous êtes employeur, vous vous retrouvez devant un candidat, vous constatez que tout de suite il est stressé. Est-ce que ce n'est pas des points en moins déjà pour celui-là? Ah oui, le professionnel du recrutement sait d'abord que le stress, c'est une réaction normale de l'organisme. Et en temps normal, ça ne devrait pas être des points en moins. Il y a d'autres critères plus pertinents sur lesquels nous nous tablons pour choisir le candidat idéal. Mais quoique, lorsque vous êtes stressé, directement, ça a un impact sur votre prestation. Des fois, vous avez les bonnes réponses, mais vous avez du mal à articuler vos mots, normalement, à montrer au recruteur, effectivement, que vous êtes le candidat idéal pour le poste. Alors, dans ce sens, effectivement, ça peut être un handicap, et du coup, ça aura un impact indirect sur les points que le recruteur forcément va vous affecter. Donc, je dirais, le stress, d'accord, mais on peut toujours le gérer et s'en sortir valablement au cours d'un entretien d'embauche. J'imagine un poste pour lequel on dit travailler sous pression. Et vous êtes là déjà, vous transpirez. Et vous transpirez, effectivement. C'est un critère sur lequel nous tablons des fois, puisqu'il s'agit des fameuses soft skills. On parle des compétences humaines aujourd'hui. Vous devez être capable de travailler en équipe et sous pression. Et quand on dit travailler en équipe sous pression, c'est pour voir si effectivement le candidat pourrait, à des moments donnés, donc dans le cadre de son travail, être amené à supporter un rythme inhabituel. Et c'est important d'avoir cette qualité-là, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde très mouvant, où à des moments donnés, les recruteurs ou non, les employeurs souhaitent avoir des personnes qui ont des capacités multiples, donc des personnes polyvalentes, des personnes qui peuvent gérer plusieurs situations à la fois. Et donc, si vous n'avez pas cette capacité-là à gérer les situations difficiles ou les situations complexes, ce sera difficile qu'on vous recrute. Parce que les critères ont évolué dans le temps. C'est vrai, en temps, on mettait un accent beaucoup plus sur le diplôme, l'expérience, mais aujourd'hui, on met un accent beaucoup plus sur les capacités intrinsèques, les capacités que vous avez qui sont
qui sont propres à vous, donc des capacités personnelles. On va jusqu'à parler aujourd'hui des mad skills. En anglais, c'est vrai, c'est une expression anglaise qui désigne des capacités particulières qu'on ne trouvera chez aucun candidat d'autre, qu'on ne peut que trouver chez vous. Et ça me rappelle alors la fameuse question qu'on pose parfois en entretien d'embauche. Pourquoi vous? Pourquoi devrais-je vous recruter? Ah oui, pourquoi vous, justement? Les candidats considèrent que cette question-là, c'est une question piège. Et je dis souvent, il n'y a pas de question piège en entretien d'embauche. C'est parce que vous ne vous préparez pas à cet exercice-là que vous pensez que les questions sont des questions pièges. En réalité, quand on vous pose cette question-là, ça signifie déjà que le recruteur a déjà reçu des candidats qui pratiquement ont le même profil que vous. Et il se dit, sur quel élément dois-je m'établir pour vous choisir finalement? Alors à ce niveau-là, c'est important d'avoir ce que j'appelle des pépites. Ça peut être 3 éléments ou 4 éléments. Et vous lui annoncez que vous êtes le candidat idéal parce que vous avez 3 atouts pertinents. Et vous les citez. Premier atout, par exemple, c'est peut-être votre éducation qui vous a formaté d'une certaine façon, où vous êtes capable de vous fondre dans la masse, de pouvoir donc travailler avec plusieurs personnes, de plusieurs nationalités par exemple. Donc la diversité culturelle n'est pas un souci pour vous. Deuxième élément, ça peut être peut-être les expériences atypiques que vous avez. Peut-être que vous avez été chef d'équipe quelque part, vous êtes capitaine d'une équipe de football, ou vous avez donc peut-être été responsable d'une chorale à l'église. Souvent, des gens mentionnent ça déjà dans leur CV. Est-ce qu'il ne faut pas éviter parfois d'aller chercher des éléments déjà disponibles sur le curriculum vitae, le recruteur a déjà lu? Oui, c'est vrai, c'est vrai. À l'entretien d'embauche, le souci du recruteur également, c'est d'aller au-delà de ce que vous avez mentionné sur le CV. Certes, vous pouvez mettre responsable le choral tel, à telle période, mais le recruteur a besoin que vous le lui disiez en face et que vous donniez des exemples concrets. C'est ce que je dis souvent aux candidats lorsqu'ils vont en entretien d'embauche. Le tout n'est pas de faire des incantations. J'ai été ci, j'ai été ça. Mais vous devez le prouver avec des arguments et des exemples. C'est surtout ça. Donc, idée, argument, exemple. Et là, ça trotte dans la tête du recruteur, se dit, oui, on dirait que j'ai la personne idéale en face de moi. Vous projetez en quelque sorte voilà, le recruteur dans votre réalité. Dans votre réalité. Dans l'exercice déjà de... Très bien. Et il comprend effectivement que ce candidat-là a mentionné des choses sur son CV, mais il dit des choses très intéressantes. Je peux quand même m'en servir et le retenir pour le poste. Voilà. Vous parlez de la préparation. Déjà, il faut réserver des pépites. Une autre question oui, des là. pépites. Quand le recruteur vous demande votre prétention salariale. Ah oui, la fameuse question de la prétention salariale. Mais avant d'en venir, vous avez parlé de préparation, effectivement. Pour réussir un entretien d'embauche, il faut se préparer, ça c'est clair. La différence entre un bûcheron qui essaie d'abattre un arbre depuis 1 heure et celui qui est venu et qui s'y est pris en 5 minutes, c'est la préparation. Celui qui est si pris en 5 minutes a pris tout son temps pour aiguiser la lame de sa hache, alors que le premier, lui, ne l'a pas fait. Donc c'est important de préparer les questions probables qu'on pourrait vous poser à l'entretien d'embauche. Et donc la question que vous avez posée sur la prétention salariale. La pratique du recrutement fait qu'aujourd'hui, on rencontre des recruteurs qui posent la question. Sinon, personnellement, je pense qu'on ne devrait pas poser cette question-là. On devrait juste annoncer le salaire prévu par l'organisation, puisqu'il y a des grilles salariales qui sont disponibles. Ben voilà, on se colle donc à la pratique actuelle. Quand vous posez cette question, mais en amont, c'est que vous avez déjà fait des recherches sur le salaire qu'on paie dans ce secteur d'activité-là. Donc c'est recommandé d'aller faire des recherches sur, faites des recherches sur le salaire. Voilà. Les recherches, soit sur Internet, soit auprès des professionnels RH, auprès des recruteurs, déjà qui sont dans des cabinets, qui pourraient avoir accès à ces informations, ou c'est possible même de faire des recherches au sein de l'organisation même, de façon discrète, d'accord, faire des recherches pour savoir à peu près ce qui est payé. C'est vrai que le salaire peut évoluer entre-temps, mais c'est toujours important d'avoir ces informations pour pouvoir proposer une fourchette dès que le recruteur va vous poser la question, parce que c'est toujours une fourchette qu'il faut proposer et non un salaire direct quand on vous demande, oui, compte tenu donc des exigences du poste, parce qu'il faut toujours justifier votre proposition. Compte tenu des exigences du poste,
Et en fonction donc du secteur d'activité et de mes expériences, je propose une fourchette entre 300 et 400 000 par exemple. Il y a des gens qui cherchent à faire impression au niveau des recruteurs, au niveau des employeurs, en proposant peut-être un salaire qu'on va trouver gérable. Est-ce que c'est à l'avantage du candidat de se vendre moins cher, de se dire, ben, les autres ont peut-être dit 400 000, 500 000, moi j'arrive là, je dis, ben, avec 100 000 francs, ça peut aller. C'est pas parce que vous êtes désespéré que vous allez proposer un pied de salaire lorsqu'on va vous poser la question. Certes, vous recherchez un emploi, mais il ne faut pas également vous vendre moins cher. Lorsque vous savez que vous êtes qualifié pour le poste, vous avez un certain nombre d'années d'expérience, et que vous recrutez, et que vous savez que pour le poste, c'est 300 000, et que vous aurez imaginé d'abord peut-être que les candidats qui vous ont procédé ont peut-être proposé 250 000, 300 000, et vous voulez forcément remporter le combat en griffe, vous proposez 100 000. Mais c'est à vos risques et périls. À un moment donné, vous aurez des difficultés. Parce que n'oubliez pas qu'il y a les charges imprescriptibles qui sont là. Vous avez votre loyer. C'est pas que je vous arrête, mais Désiré Sossou, je vous demande, pourquoi le recruteur se sent-il obligé de poser cette question quand il sait qu'il a une grille salariale qui est là, qui est fixe, et qui est appelée à évoluer en fonction des avancements? Oui, effectivement. Que cherche-t-il? Alors, il cherche juste à savoir si vous êtes capable de vous valoriser, si vous connaissez réellement ce qui vous attend au poste. Puisque, a priori, c'est vous qui voulez faire le travail. Donc, vous devez savoir à peu près combien vous souhaiteriez avoir. Et si je répondais que l'entreprise a certainement une grille salariale dans laquelle je pourrais me retrouver, est-ce que c'est une mauvaise réponse? Oui, oui et non. Oui et non, parce que ça dépend de la personnalité du recruteur que vous avez en face de vous. Il y a certains qui insistent et qui disent oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Quand vous avez préféré ne pas répondre, bon, chez nous, c'est une manière de l'obliger à vous donner l'information. Il y en a qui la donnent, effectivement. Moi, par exemple, j'ai pris déjà l'habitude d'annoncer, je ne pose plus cette question-là, j'annonce le salaire qui est prévu pour le poste et je lance la négociation parce que c'est possible pour le candidat de négocier son salaire en entretien d'embauche. Donc, lorsqu'on vous pose la question et que vous n'avez pas une proposition à faire, bon, insistez peut-être que le recruteur va vous donner l'information qu'il faut et vous allez par la suite négocier votre salaire. C'est important de négocier. Est-ce qu'il y a une honte, Désiré Sossou a dit le salaire qu'on gagnait à un poste antérieur? Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, c'est important. Il y en a même qui demandent des fois la fiche de paye pour s'assurer effectivement que vous gagnez ce salaire-là. On aura compris avec vous, Désiré Sossou, qu'il ne faudrait pas avoir peur de l'entretien d'embauche, mesdames, messieurs. Vous êtes candidat à un poste, vous postulez à un poste. Allez-y, en toute sérénité, pardon. Mais avant, il faudra que vous puissiez vous préparer à répondre convenablement aux questions qu'on pourrait vous poser. C'est tout pour cet entretien du jour. Merci, Désiré Sossou. Merci également à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre numéro de l'entretien du jour sur Sika TV.